Je me suis positionnée du côté de l'enseignant qui a une classe et qui accueille dans sa classe des élèves qui bénéficient du dispositif Ulysse. Donc moi, j'ai imaginé les questions qu'un enseignant qui accueille ce type d'élèves pourrait se poser. Je propose d'accueillir Adeline, alias Un Tour en Ulysse, qui est experte dans la matière, puisque elle travaille en Ulysse depuis de nombreuses années, qu'elle a écrit un livre aux éditions Retz qui s'appelle Enseigner en classe Ulysse. Et donc, je pense que c'est la meilleure personne qui soit pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ça marche. Bonjour Adeline, ça va? Bonjour. Oui, ça va. T'as vu, j'ai réussi. C'est merveilleux. Alors déjà, vraiment merci, merci, merci de prendre du temps pour nous, d'être là pour répondre aux questions, parce qu'il n'y a qu'un expert en fait qui peut répondre à ce type de questions très pointues sur un dispositif très pointu. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. De rien, merci à toi, Daniel. Du coup, j'innove, tu vois, j'ai jamais fait de live. Ben voilà, ce sera le premier Eh avec ben toi. voilà, donc là je te dis, c'est l'année de tous les défis pour toi. C'est ça. Alors je dis ça Adeline parce que on a fait une vidéo toutes les deux qui est sur ma chaîne YouTube et qui s'appelle Ulysse. Vous avez dit Ulysse et là vous avez plein d'éléments qui répondent aux questions du côté Ulysse. Écoute, moi je veux bien que tu commences par nous donner une définition de ce qu'est l'école inclusive puisque c'est la question qu'on m'a posée. On m'a dit je suis intéressée par l'école inclusive. Alors qu'est-ce que c'est? L'école inclusive, c'est un. On parle d'école inclusive, mais c'est la société qui se veut toute inclusive aujourd'hui. C'est une école où on va faire le pari de l'éducabilité. Alors ça, vous avez sûrement entendu parler avec Philippe Mérieux. En fait, faire ce pari de l'éducabilité, c'est faire le choix de dire que c'est une école qui va prendre en compte l'enfant, qui va tenir compte de l'enfant dans sa différence, dans sa particularité. C'est une école pour tous, forcément. C'est une école où on va apprendre à vivre ensemble, dans le respect de chacun, dans le respect des différences aussi. Il y a une dimension vraiment collective, vraiment humaniste derrière ça. C'est pour ça que je dis que il n'y a pas d'école inclusive sans société inclusive. C'est une vraie philosophie, c'est une façon de. Vous avez peut-être déjà vu l'image, vous savez, où il y a trois petits enfants derrière un mur et puis on parle d'équité, on parle Oui, d'égalité avec, on prête un petit cube à un enfant pour le mettre au-dessus, etc. L'école inclusive, elle se veut vraiment équitable, c'est-à-dire qu'on donne les mêmes chances à tous. On veut offrir en tout cas les mêmes chances à tous par le biais des adaptations, évidemment, par le biais des aménagements qu'on va pouvoir proposer à ces enfants. Euh, Après, on peut aller au-delà aussi en se disant que l'idéal, ce serait de le faire tomber ce mur. Et finalement, de pas juste proposer les aménagements, mais de rendre ça identique pour tout le monde, en tout cas que chacun ait les mêmes chances. Il y a quelques années de ça, avant les Ulysses, il y avait des CLIS. Et je t'en avais parlé, Daniel, et je te disais que c'était vraiment important parce qu'en fait, il y a, il y a une vraie différence entre les temps où on parlait d'inclusion et les temps où on parlait d'intégration. Aujourd'hui, on parle d'inclusion scolaire et la différence, elle est là dans le fait qu'avant, on demandait à l'enfant de s'adapter à l'école, à l'enseignement qui était proposé. Aujourd'hui, l'école inclusive, ça n'est plus ça. C'est l'école, l'enseignant, le monde qui s'adapte en fait à l'enfant pour rendre tout ça le plus à sa portée possible. C'est un vrai enjeu de société. C'est l'affaire de tous au sein de l'école. Attention, j'insiste là-dessus parce que ça n'est pas l'affaire que du cordeau ou de l'enseignant spé. C'est l'affaire de tous. C'est une vraie décision d'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc ça se joue un petit peu sur tous les fils. Donc vous aussi dans vos classes ordinaires, tu as eu raison, Daniel, je pense, de prendre ce côté-là. On a toutes les deux beaucoup parlé de l'Ulysse et du métier de cordeau, mais je pense que dans les classes ordinaires, l'enjeu de l'école inclusive, il se joue tout autant qu'ailleurs. je comprends bien que là, l'état d'esprit est complètement différent. On arrête de demander aux enfants de s'intégrer et de s'adapter à l'école. On fait en sorte que l'école les accueille avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont et en mettant des dispositifs en place. Mais du coup, de quel profil on parle? À quel profil on doit s'adapter? Si vous accueillez des enfants qui relèvent d'Ulysse, donc ça veut dire que vous avez une Ulysse au sein de votre école, déjà, il va y avoir différentes Ulysses, on en a parlé. Moi, j'ai pour ma part une Ulysse TFC, donc des enfants qui ont des troubles des fonctions cognitives.
Mais après, le handicap à l'intérieur de ce dispositif-là, les enfants qui relèvent du dispositif peuvent avoir différents handicaps. Et vous, dans vos classes, au-delà, finalement, l'école inclusive, elle se joue pas qu'avec une Ulysse, donc vous allez pouvoir accueillir dans vos classes un enfant qui est porteur de handicap et qui n'est pas pour autant, qui ne relève pas pour autant du dispositif. Donc ça va au-delà du dispositif Ulysse avec un accueil d'enfants qui peut avoir, alors on peut aller des troubles 10 à un enfant qui va avoir un handicap moteur, aux enfants qui sont autistes, aux enfants qui ont des difficultés comportementales, etc. Donc on a différents troubles, différents handicaps. Donc c'est pour ça que la multitude de troubles et la multitude de handicaps fait que la réponse peut pas être identique et que ça peut être déstabilisant pour un enseignant de classe ordinaire de se dire, bah voilà, j'ai déjà mon hétérogénéité de classe, ajouter à ça 1, 2, 3 élèves porteurs de handicap, 1 ou 2 élèves relevant du dispositif, tout ça c'est effrayant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous allez accueillir un enfant qui relève d'Ulysse dans votre classe, c'est avant tout un élève de votre classe. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que on parle beaucoup de classe Ulysse, mais en fait, l'Ulysse n'est pas une classe. Hein. L'enfant, j'insiste un petit peu avec ça, mais c'est vrai que l'enfant, on n'accueille pas un enfant d'Ulysse. On a dans sa classe un enfant de CE1, un enfant de CE2 qui bénéficie, c'est ce que tu disais, hein, qui bénéficie de ces temps de regroupement en Ulysse. Donc, l'enfant est un enfant de CE1, un enfant de CE2, qui est porteur de handicap, certes, et qui bénéficie de l'Ulysse comme d'autres bénéficieront du RASED en CP, etc. Donc on est vraiment sur, c'est un enfant de votre classe. À partir de là, vous devez agir en fonction de ça, s'adapter à ses besoins. C'est un enfant qui doit avoir une vraie place hein, dans votre classe. Hein. On lui rajoute pas une chaise à la dernière minute quand il arrive, quoi. C'est vraiment important que ce gamin sache que, bah voilà, il fait partie de la classe de la maîtresse du CE1 et il va peut-être pas être là tout le temps puisqu'il va faire des allers-retours hein, entre le dispositif et vous. Mais il a besoin de ce sentiment d'appartenance à cette classe. Il en fait partie et en ça, vous devez l'accueillir comme un enfant de votre classe. Donc moi, je suis enseignant dans ma classe de CE1, par exemple. Dans ma classe, j'ai des élèves qui bénéficient du dispositif Ulysse. Comment je gère mon enseignement? Je n'ai pas eu ta formation et je ne sais pas comment je vais réussir à m'adapter aux différents profils. Est-ce qu'il y a des systèmes, des choses qu'on peut mettre en place? Alors oui, forcément, c'est sûr que les enseignants de classe ordinaire ne sont pas forcément enseignants spécialisés, bien qu'il y en ait. Hein, et c'est vrai qu'au niveau de la formation, on a très peu parlé finalement de tous ces postes spécialisés. Le handicap n'est pas forcément très présent dans la formation. Pour autant, ce qui est vrai pour beaucoup d'enfants dans l'ordinaire est vrai pour les enfants porteurs de handicap. Enfin, on peut transposer très facilement hein, ce qu'on vous a appris et ce qui finalement fonctionne avec certains enfants porteurs de handicap va fonctionner pour des enfants qui sont dans l'ordinaire et inversement. Hein, on va pouvoir adapter tout ça et se servir. Il n'y a pas vraiment de frontière entre la maternelle et l'élémentaire, et c'est pareil, il n'y a pas forcément de frontière entre ce qui bénéficie à un enfant porteur de handicap et ce qui va bénéficier à un enfant dans l'ordinaire. Ce qu'il faut voir, c'est que on parle souvent d'adaptation, d'aménagement. De toute façon, l'enseignant en classe ordinaire, il est amené à différencier sa pédagogie. Ça, on le sait, on l'apprend, on le pratique au quotidien. Donc, c'est doublement vrai face à un enfant qui est porteur de handicap, puisqu'on va essayer d'adapter pour être au plus près de ses besoins, pour répondre à ses difficultés. Mais pour ça, il faut vraiment connaître l'enfant. Donc, je pense que c'est des enfants qui vont pouvoir suivre une partie de leurs apprentissages avec vous dans votre classe ordinaire. Et quand ça ne sera vraiment pas possible, malgré les aménagements, malgré les adaptations, il ira suivre ça en Ulysse. Et vous, dans votre classe, il va falloir prendre attache auprès du coordo, parce que ça, c'est un travail d'équipe. Encore une fois, on ne reste pas seul face à ça. On ne reste pas seul face à la difficulté qu'on rencontre avec un enfant. Donc, on va vraiment, il faut connaître le trouble de l'enfant. Il faut connaître son handicap. Qu'est-ce que ça engendre en sachant que on a toujours, alors là, je vais te faire un clin d'œil, Daniel, mais c'est qu'on a, je dirais, si on doit avoir qu'un seul point de mire, c'est le bien-être de l'enfant. Je pense que ça va être votre point d'orgue, c'est le bien-être de l'enfant. À vous comme au coordo, c'est-à-dire que vous allez tisser la toile de votre année scolaire avec ce gamin-là, en se disant, voilà, ce que je veux, c'est que ce gosse soit bien. Donc après, ça va effectivement
il y a des adaptations qui vont pas suffire. Donc, effectivement, on va devoir le renvoyer sur l'ULIS pour travailler certaines compétences. Mais vous, dans votre classe, il va falloir mettre en place des aménagements spatiaux, des aménagements de pédagogie, dans votre posture aussi, dans vos gestes professionnels. Il va falloir adapter votre rapport à l'enfant, votre rapport au savoir, avoir des exigences aussi qui sont adaptées à l'enfant. Donc, on ne vous demande pas de tout révolutionner, mais simplement d'avoir un regard un petit peu particulier, plus attentif peut-être sur cet enfant-là, en se disant, bah voilà, il faut que je fasse attention, il faut que je sois à l'écoute des petits signes d'alerte qui me disent que là, il décroche, que là, il va pas bien, que là, il écoute plus, il est plus avec moi. Et qu'est-ce que je fais? Donc, on va essayer de jouer sur tous les petits leviers qu'on a en tant qu'enseignant. Je vais adapter mes supports, ça, je le fais déjà quand je différencie. Je vais adapter ma consigne, je vais adapter ma façon d'être en allant le voir peut-être un peu plus souvent, en allant m'assurer qu'il a vraiment bien compris ce qu'on a demandé. Je peux lui mettre un tuteur, un autre enfant qui va pouvoir l'aider, etc. Donc, les clés qu'on utilise avec un enfant qui est en difficulté dans sa classe, ce sont des clés qu'on va utiliser pour l'enfant porteur de handicap. Et après, il va y avoir des points vraiment plus spécifiques qui vont être liés au trouble. Un enfant qui est autiste, on va peut-être plutôt privilégier un aménagement de son espace de travail, un aménagement de son temps pour qu'il n'y ait pas d'inconnu en fait. On essaie toujours de vraiment bien gérer pour pas laisser la place à l'inconnu parce que l'inconnu ça fait peur. On n'a pas besoin d'être autiste pour avoir peur de l'inconnu. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est des choses où finalement il y a aussi beaucoup de bon sens et il faut essayer les choses. C'est-à-dire que ce qui va marcher pour un enfant autiste, on va se dire, oh ben voilà, les enfants autistes, moi on m'a appris, il faut que je les mette face à un mur avec des cloisons, puis il faut qu'ils travaillent tout seuls. Bah oui et non, parce qu'en fait, d'un enfant à l'autre, encore une fois, et c'est vrai dans l'ordinaire comme dans le handicap, les enfants sont tous différents. Donc, il faut mettre à l'épreuve en fait vos adaptations. Il va falloir les essayer auprès des enfants, voir ce qui fonctionne moins bien. C'est pour ça que je vous dis de prendre vraiment attache avec le coordo, parce que le coordo, il les connaît souvent depuis plus longtemps que vous, parce qu'il les suit depuis plusieurs années, en tout cas quand c'est le même coordo. Et quand on a la chance comme ça de connaître un enfant, on a des clés plus rapides à trouver avec lui en termes d'aménagement, de temps, d'espace. Donc voilà, je pense que c'est des pistes que tout le monde a. Il ne faut pas partir du postulat qu'il n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, au contraire, je crois qu'il faut avoir de l'ambition pour deux avec ces enfants-là, parce qu'ils en ont déjà pas beaucoup. C'est des enfants qui ont une estime de soi en berne, donc il va falloir avoir pas déclarer d'emblée que c'est perdu. Faut tenter les choses, faut essayer. Faut se faire confiance aussi parce que souvent on baisse les bras en se disant oh, moi je sais pas faire, mais je pense qu'au contraire on est plein de ressources, donc faut essayer. Donc en fait, si je comprends bien, de toute façon je peux trouver de l'aide dans mon école parce que je vais me rapprocher du coordo qui va me donner des pistes parce qu'il connaît les enfants. J'ai bien compris aussi que quand tu mets en place de la différenciation dans ta classe ordinaire, eh bien, ce sont ces mêmes éléments que je peux adapter à mes élèves qui bénéficient du dispositif Ulysse et qu'il va falloir que je les intègre complètement à mon emploi du temps, à ma façon d'être, à ma posture et à la classe en général. Alors, j'ai bien compris aussi que tu parlais d'éléments pédagogiques en fait dans l'enseignement. Imagine que c'est le comportement de l'enfant qui génère chez moi en tant qu'enseignante une panique parce que c'est un enfant qui ne veut pas être à côté des autres, c'est un enfant qui veut pas qui ne communique peut-être pas, c'est un enfant qui a besoin de crier ou de bouger. Comment je fais? Est-ce que tu as une réponse? Après, je pense que voilà, c'est pas là encore les problèmes de comportement ne sont pas le seul fait des enfants qui relèvent du l'ULIS. Ça, c'est vrai aussi qu'on peut trouver ce genre de comportement. Les troubles du comportement, on en trouve de plus en plus dans les classes, sans forcément qu'ils soient estampillés ULIS. En fait, on va pouvoir éviter plein de petits soucis de comportement en faisant attention à différentes choses, en ayant plusieurs leviers. C'est vrai pour plein d'enfants, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des règles bien établies au sein de la classe, bien définies, bien expliciter aussi les différences qu'on va pouvoir faire parce que forcément tu vas pas agir de la même manière avec cet enfant qu'avec les autres
Et c'est important de le verbaliser, c'est important de l'expliquer parce que si vous acceptez effectivement que cet enfant se lève, que cet enfant se déplace, alors que vous avez demandé aux autres de rester assis, ça peut paraître hyper injuste pour les autres. Donc l'explicitation, pour le coup, elle prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment parler, il faut vraiment communiquer avec ses élèves, avec le groupe. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une dimension collective, humaniste, qui est vraiment, vraiment importante parce que c'est tout le groupe, en fait, qui a conscience de ses difficultés, qui a conscience des difficultés des uns des autres, hein, qu'elles soient dans le handicap ou non d'ailleurs. Et dans la gestion des comportements, ça va être pareil. On va aider l'enfant à réussir à se comporter convenablement pour ne pas déranger tout le groupe, mais on fait appel à l'aide des autres enfants aussi. On n'est pas tout seul finalement à agir dans ce groupe-là. Les enfants, les camarades de classe vont pouvoir accompagner l'enfant qui a plus de mal en disant bah tiens, tu sais que lui il a un petit peu de mal là à se concentrer, alors essaie de pas l'embêter, essaie de pas lui parler pendant que il écoute parce que voilà, il faut qu'on l'aide aussi. Donc les enfants vont être votre premier bras droit finalement dans cet accompagnement de l'enfant qui a des problèmes de comportement. Il va falloir éviter du coup les injustices parce que l'injustice c'est compliqué à gérer pour un enfant, il va pas comprendre pourquoi aujourd'hui il a renversé son pot à crayon et puis vous l'avez fracassé, alors qu'il y a 3 jours, un autre copain il a renversé le pot à crayon puis vous avez rien dit. Alors il va se dire bizarrement lui il va l'associer à lui, il va se dire c'est parce que c'est moi qu'elle a râlé, elle s'est fâchée parce que c'est moi qui ai fait tomber le pot à crayon. Et il va se mettre en tête que c'est lui qui a mal agi, c'est lui qui est mauvais, entre guillemets, alors que si vous explicitez, si vous prenez le temps de verbaliser les choses avec les enfants en termes d'émotions, notamment en disant, voilà, aujourd'hui, maîtresse, elle était un petit peu plus fâchée, aujourd'hui, maîtresse, elle était fatiguée, aujourd'hui, maîtresse, elle est comme vous, ça fait 20 minutes que j'attends le calme et je l'obtiens pas, donc oui, le pot à crayon, voilà, je me suis fâchée, je me suis trop emportée, c'était pas bien, mais il faut le reconnaître, je pense que c'est important aussi de montrer ses propres failles, ses propres limites. Donc, il faut avoir des règles qui vont être bien établies, il faut être juste dans ce qu'on fait, il faut anticiper énormément. En fait, vous pouvez régler les problèmes de comportement en anticipant, c'est-à-dire si vous connaissez bien vos élèves, vous savez qu'est-ce qui va être source de frustration. Un enfant qui a un trouble du comportement, on sait qu'est-ce qui va pouvoir déclencher cette crise, qu'est-ce qui va pouvoir déclencher ce problème. Donc, on va éviter les distractions, éviter ce qui va occasionner la difficulté, ce qui va occasionner le mal-être, ce qui va occasionner la frustration. On ne peut pas tout gérer, mais en tout cas, on peut le limiter en l'anticipant correctement. C'est pour ça que la préparation de classe, elle est extrêmement importante parce que quand vous allez mettre en place un travail de groupe, il va falloir réfléchir à qui vous mettez dans le groupe avec l'enfant, à quelles consignes vous allez leur donner, à quel degré de difficulté vous allez le placer, dans quel sentiment de malaise, de choses un peu déstabilisantes vous allez le mettre. Tout ça, ça s'anticipe. C'est pour ça que les clés, elles sont encore une fois pédagogiques. Parce que finalement, la gestion du comportement, elle se fait dans cette réduction de l'inconnu dont je te parlais tout à l'heure. Si vous anticipez suffisamment, vous réduisez la part d'inconnu, donc vous réduisez la frustration et les possibilités de troubles de comportement qui vont se dégager de ça. L'aménagement de votre classe, il va jouer énormément aussi parce que si vous avez un espace de travail adapté qui réduit les petits coups de coude aux voisins, etc., qui occasionne aussi des problèmes de comportement. Si vous proposez dans votre classe une zone de repli, un espace où l'enfant peut aller un petit peu souffler, se lever s'il en a besoin, s'isoler parce qu'il en a besoin. Si vous faites attention à vos affichages pour pas multiplier les sources de distraction, tout ça, ça va jouer aussi dans la gestion de ces comportements. Donc, je pense que s'il faut retenir 4 choses, il faut anticiper, il faut dialoguer avec les enfants et mettre le groupe en avant pour fédérer tout ça. Il faut aménager donc l'espace, les supports, le travail, les zones de repli, les coins, et il faut avoir des règles qui sont bien établies et bien explicitées. Dans ce que tu as dit, moi ce que j'entends, tu as parlé d'émotion, donc ça c'est vraiment mon truc, et il me semble qu'un enseignant qui connaît ses propres émotions, qui sait prendre du recul, qui sait se protéger parfois, va pouvoir répondre aux problèmes émotionnels de ses élèves avec beaucoup plus de facilité, de calme et de sérénité. Donc, au final, ce que je comprends, c'est que, en admettant que j'ai pas reçu beaucoup de formation sur le handicap, que ce soit dans ma formation initiale ou dans ma formation continue, j'ai quand même la possibilité de prendre soin de moi en tant qu'enseignant, en travaillant sur comment je gère mes propres émotions, comment je reçois les émotions de mes élèves et comment je les canalise peut-être. Et je peux aussi travailler sur la coopération
parce que ma posture va se transformer, je vais faire coopérer mes élèves, je vais être explicite et donc mes règles de classe vont être claires. Et ça va me Ouais. permettre de gérer. Quand est-ce qu'on peut s'organiser avec le coordo? Parce que apparemment, dans une grosse école, on peut voir très peu le coordo. Alors, nous, on a une école de 13 classes, je crois. Oui, on va avoir. Moi, je suis cordeau avec, du coup, dans 2 bâtiments. Donc, dans mon bâtiment, on doit avoir 10 classes, je crois. Euh, En fait, l'idée, c'est vraiment que, encore une fois, l'Ulysse dans une école, c'est pas un électron libre. Le coordo dans l'école, c'est pas un électron libre. Nous, on a mis l'Ulysse au cœur de l'établissement. Vraiment, c'est pour ça que je te disais qu'il y a une vraie volonté de l'école inclusive. C'est ça aussi, hein, c'est de se dire que qu'est-ce qu'on fait de cette Ulysse, qu'est-ce qu'on fait de ce coordo, qu'est-ce qu'on fait de cet enseignant spécialisé, comment on l'exploite au mieux. Et le côté travail d'équipe, le côté communication, je pense que vraiment c'est la clé, c'est-à-dire que il va falloir se détacher des temps. C'est important de se parler au début de l'année, enfin même avant l'année, avant la rentrée scolaire en fait, parce que comme tu disais, les gens qui vont prendre des postes à la rentrée et qui apprennent qu'ils ont une Ulysse dans leur école, qu'ils vont donc avoir dans leur classe des enfants porteurs de handicap, c'est hyper angoissant, c'est hyper anxiogène, parce que comme tu dis, on croit qu'on sait pas faire, mais vraiment c'est faux parce que vous l'avez au fond de vous, vous l'avez. Donc vraiment, ça, faites-vous confiance là-dessus. Mais c'est rassurant de pouvoir parler à quelqu'un qui connaît l'enfant, qui connaît déjà un petit peu le fonctionnement de l'école, la manière dont on a mis en place les inclusions. Donc, euh, avant la rentrée, je pense que c'est important vraiment de prendre attache auprès du coordo. Et après, dès le début de l'année, quand vous allez mettre en place vos emplois du temps, au moindre souci, je pense que nous, on a mis en place par exemple un petit groupe sur Messenger que moi j'ai appelé Inclusion 2019-2020. Et en fait, on se parle constamment parce que des fois, c'est vrai, comme tu dis, on se croise sur un encadrement de porte, on se voit vite fait à midi. Alors nous, on mange tous ensemble à midi. Donc on a le temps de cet entre-midi pour se parler. C'est pas le cas pour tout le monde, donc je comprends que c'est pas toujours simple de se voir. Donc je pense que déjà ces petits dialogues un peu informels, avoir une zone de discussion, un espace de discussion qui va être réservé à ça. Moi, je sais qu'on ne parle que d'école inclusive sur ce groupe-là. J'envoie des informations, j'ai envoyé le lien vers un Padlet où je mets des informations concernant l'école inclusive, des choses à lire, des documents intéressants, les informations utiles aussi liées à l'Ulysse et à l'inclusion de l'école. Donc c'est vrai que on s'est défini nous-mêmes dans l'équipe un espace d'échange qui va être lié au handicap et où il n'y a pas de mauvaises questions. C'est-à-dire que je leur ai toujours dit, voilà, moi je ne sais pas tout non plus, donc on discute, on trouve les solutions ensemble. J'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que moi si on vient me dire, ben moi l'enfant dans la classe, comme tu dis, ben il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, il se met pas au travail, il a des stratégies d'évitement plus, et il ne fait rien. Qu'est-ce que je fais? Alors oui, moi j'ai des solutions pour moi dans mon Ulysse, mais parce que chez moi ils sont 10 et que c'est plus simple pour moi de les mettre au C'est travail vrai. dans un tout petit groupe. Voilà, moi j'ai conscience, si tu veux, que dans leur classe, les collègues ont 25, 27 enfants et que pour être vraiment disponible pour cet enfant, c'est plus difficile pour eux que pour moi. Qu'on soit enseignant spécialisé ou pas, après c'est une histoire de moyens, de temps. Je peux pas diviser mon temps, moi je dois le diviser en 12, je dois le diviser en 27, donc évidemment que pour eux, la tâche, elle est plus ardue. C'est pour ça que je te dis, je n'ai pas de solution toute faite parce que moi, je ne travaille pas dans leur classe au quotidien. Maintenant, c'est les décisions qui doivent se prendre en équipe. Vraiment, on ne prend pas de décision seul. Le parcours inclusif de l'enfant, il se décide à deux à minima, c'est-à-dire l'enseignant de la classe et le coordo, toujours, et les décisions d'équipe. On ne reste pas seul face à ça, on prend ces décisions ensemble, en sachant qu'en plus, alors nous, dans notre école, on a fait ce choix-là. Après, c'est libre à chacun de faire comme ça. Nous, on a décidé que le matin, les enfants étaient donc tous dans leur classe. Euh, et qu'ensuite, ils revenaient chez moi quand les activités étaient trop compliquées. Alors, c'est essentiellement sur les domaines fondamentaux, hein. Ça va être maths, français, où moi, je vais reprendre avec eux les bases. Par contre, l'après-midi, le dispositif est fermé. On va dire ça comme ça. En fait, le dispositif ferme ses portes pour l'après-midi. Et moi, je deviens du coup personne ressource à part entière, c'est-à-dire que je vais dans les classes et je vais pouvoir aller travailler avec les collègues. Donc ça aussi, ça offre des moments où on est dans la classe avec le collègue, où on peut observer aussi comment se comporte l'enfant au sein d'un grand groupe. Donc c'est des temps qu'on doit s'aménager. C'est pour ça que je vous dis que c'est des décisions d'école aussi, parce que avec le directeur en début d'année, on va réfléchir à ça.
Est-ce qu'on fait de la co-intervention? Est-ce qu'on n'en fait pas? Comment on l'organise? Comment on fait? Est-ce qu'on peut avoir des temps de réunion, de concertation qui vont être spécifiques au dispositif, qui vont être spécifiques? On fait des réunions pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est l'occasion aussi de mettre en place des réunions spécifiques à ça, où on définit les points d'appui sur lesquels on va pouvoir mettre en place une bonne inclusion scolaire pour l'enfant dans sa classe. Donc après, si tu veux, on reparlera un petit peu de la co-intervention parce que je pense que c'est une des vraies pistes pour pouvoir justement travailler de concert. Donc en fait, là, ce que je comprends encore, c'est que le mot-clé, c'est la coopération. C'est-à-dire que la coopération au sein de ma classe avec mes élèves, parce que j'arrive à leur expliciter tout le processus qui est en train de se mettre en place pour l'entraide, et la coopération au sein de l'équipe, parce que tu as parlé d'un espace d'échange, tu as parlé de Padlet, tu as parlé de communication à distance. Euh, et donc, c'est ce soutien, en fait, qui va faire que chacun va pouvoir trouver sa place, que ce soit l'enseignant comme chaque élève au final. Parce qu'il y a une cohérence qui fait que tout le monde trouve sa place. Quand tu parles de co-intervention, tu peux nous donner des exemples de ce que tu proposes? Ouais, la co-intervention, c'est hyper intéressant. Alors, dans le sens où ça se fait beaucoup d'ailleurs, même dans l'ordinaire, hein, vous savez, les CPC dans des doublés, etc. Hein, Oui, on apprend aussi à travailler. C'est un métier où, quand moi j'ai commencé, alors je suis comme toi, moi je suis de la team vintage, j'en ai un peu, voilà, on est des vieilles maintenant, mais quand on a commencé, on avait cette vision du métier où on était un enseignant seul avec sa classe. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette dimension d'équipe, sur cette communication, parce qu'on n'est pas seul. C'est pas vrai. On croit qu'on est le seul adulte là dans sa classe, et en fait, il faut il faut effacer cette idée qu'on a que l'enseignant est tout seul dans sa pédagogie, tout seul dans ses choix, tout seul dans sa classe et seul face à ses élèves. On n'est jamais seul et on ne doit pas rester seul. L'équipe, c'est une force. Et du coup, nous, on a donc fait le choix de fermer l'Ulysse l'après-midi, ce qui me permet à moi de faire plusieurs types de co-interventions. Je vais pouvoir aller animer, co-animer, du coup, une séance avec la collègue. Par exemple, on a un projet handicap avec ma collègue de CE1. Tous les lundis après-midi, sur son créneau de MC, je vais dans sa classe et on est deux devant. On est deux à animer la séance. L'une parle, voilà, on fait comme on fait là toutes les deux, c'est-à-dire qu'on échange avec les élèves, on fait des débats, mais on co-anime vraiment à deux enseignants dans la classe. Donc là, c'est vraiment, on est deux physiquement avec la totalité des enfants. Après, on peut aussi avoir des projets, je pense par exemple les projets en art plastique, les projets culinaires quand on va faire de la cuisine, un projet jeu de société aussi, où là, ça peut être intéressant d'être deux parce que bah, du coup, on se dédouble forcément, on met les enfants sur plein de petites activités, plein de petites tâches, où nous, on va pouvoir circuler à deux sur les différents espaces de travail, sur les différents groupes de travail. Avec ma collègue maîtresse Aurel, on a mis en place cette année un marché de connaissances aussi, qui est hyper intéressant. Et là, en termes de co-intervention, c'est sympa parce que ça permet, si tu veux, tu as un enfant qui va, chaque semaine, on va avoir 3, 4 enfants qui vont présenter une compétence qu'ils ont, qu'ils estiment, voilà, moi je sais faire ça, donc j'ai envie de le montrer aux copains. Alors c'est pas scolaire, hein, ça peut être, moi je sais danser, moi je sais dessiner, moi je sais faire des constructions avec des caplas, voilà. Et je vais montrer ça à mes copains. Donc on a fait comme ça, on les a mis chacun dans une salle, donc chacun a son petit atelier de présentation, et nous on circule avec les autres groupes de salle en salle pour aller découvrir le talent un petit peu de chaque enfant. Donc ça aussi c'est un exemple de co-intervention qui est c'est hyper enrichissant parce qu'au final, on découvre les élèves de la collègue. La collègue peut mettre en place ça et c'est peut-être un peu plus compliqué quand on est tout seul, hein, finalement, ça multiplie les adultes et donc on peut. Moi, j'ai pris mon AESH sous bras et puis on est parti faire nos petits groupes. Donc c'est vrai que voilà, ça offre des possibilités de projets qu'on n'envisagerait peut-être pas si on était tout seul. Après, on peut aussi faire, dans le cadre d'un atelier de lecture, par exemple, si vous allez chez la collègue de CE2, puis je le fais par exemple aussi avec deux autres collègues en CE1, CE2, on fait des ateliers de lecture. Dans ces cas-là, on s'est réparti les groupes d'enfants. Donc là, on n'est pas forcément physiquement dans la même salle, on a deux salles qui sont adjacentes et on a réparti, elle a deux groupes, j'ai deux groupes, elle en a un dirigé en autonomie, moi pareil, et puis on les fait tourner de manière à pouvoir cibler. L'une fait de l'affluence, l'autre fait de la lecture-compréhension. Et donc, on fait des ateliers de lecture où, voilà, moi, j'apporte aussi une aide supplémentaire en sachant que ça permet de diviser les groupes, d'être un petit peu plus proche aussi des enfants, de leurs besoins, d'être plus réactif à ce moment-là. Et puis, il y a
une co-intervention qu'on n'envisage pas beaucoup. Et pourtant, je pense qu'il faut creuser un peu par là. C'est que on peut aussi dire, bah voilà, la coordo, elle vient dans ma classe et elle prend la classe. Et moi, enseignant ordinaire, je vais m'asseoir au fond. C'est pas je vais me tourner les pouces. Et ouais, et j'observe. Et en fait, c'est hyper intéressant. Parce qu'on a le sentiment, c'est un peu délicat parce qu'on peut le faire dans l'autre sens, hein, ça peut être la coordo qui va se mettre au fond de la classe et l'enseignante qui travaille. Mais on peut le faire dans le sens où, là où c'est intéressant, c'est que on a toujours l'impression du coup d'être observé. C'est difficile de se faire observer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'encore une fois, si on a un vrai esprit d'équipe, on n'est pas dans elle vient me regarder faire classe. Non, non, non. Elle vient regarder les élèves. Elle vient regarder comment ses propres élèves sont en activité. Et se placer à l'arrière de sa classe, ça offre un regard qu'on n'a pas quand on est devant et qu'on est en train d'animer sa séance. Et du coup, on découvre des choses sur ses élèves, on peut observer des stratégies qu'on n'aura pas le temps d'observer quand on mène soi-même la séance. Et je trouve que du coup, il y a se décentrer de sa propre pratique, se décentrer de sa propre classe, de son propre groupe, ça apporte plein d'informations. Et je pense que ça, c'est une pratique de co-inter qui peut aussi qui peut porter ses fruits. Alors, tout ça, ça se définit en équipe. Hein, à quel moment on fait telle co-intervention, pour quel objectif, hein, être bien clair de pourquoi on l'a fait cette co-inter. Alors oui, bien sûr que moi j'aime bien faire des co-inter avec mes copines dans l'équipe parce que c'est plus sympa de faire la co-inter avec des collègues qu'on apprécie particulièrement. Mais après, c'est pas juste du copinage. Il y a un vrai intérêt péda derrière. Donc on définit ces temps de co-intervention en se disant voilà, bah, la coordo, elle a un créneau de libre le mardi après-midi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ce temps-là? Est-ce que vous avez des projets spécifiques? Moi, je sais qu'à chaque période, enfin avant le début d'année, j'envoie une liste de projets en disant voilà, moi j'ai des idées sur ça. Est-ce que vous avez des idées de projets? Est-ce que vous avez des idées de co-inter? Et à partir de ça, j'essaie de répondre aux demandes, aux besoins des uns des autres et on définit nos emplois du temps en fonction de ça aussi. Ça veut dire, et c'est pour ça que je te dis que le travail, c'est un vrai travail d'équipe, c'est qu'il y a mon emploi du temps, de la coordo. Mais si la collègue de CP, elle aurait besoin de moi pour un projet en art le mardi après-midi, mais que la collègue de C1 veut mettre ses ateliers de lecture le mardi après-midi, bah, va falloir qu'elles en discutent ensemble. Et là encore, communiquer, voir ça en équipe pour que tout le monde bénéficie du coordo, pour que tout le monde puisse avoir son petit temps de co-inter. Et ça a vraiment, ça donne une vraie dimension après de partage, d'échange. Et voilà, je trouve que ouvrir sa classe, ouvrir sa pratique à l'autre, c'est tout aussi important que de faire classe soi-même. Donc là, ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de façons de co-intervenir et qu'il y a une préparation en amont, une discussion en amont qui permet de poser les bases, de poser les objectifs pour choisir la modalité de co-intervention qui convient. Alors, observer sa propre classe, pour moi, c'est, je pense, quelque chose de vraiment précieux parce que c'est ce qui manque. Une fois qu'on est dans sa classe, souvent, on n'a plus l'opportunité d'observer la pratique d'autres personnes et d'avoir cette possibilité de s'extraire de la classe pour avoir une vision d'ensemble. Et effectivement, en observant ses propres élèves, on peut prélever des indices qu'on n'aurait jamais eu, jamais vu autrement, en fait. Et c'est vraiment précieux. Normalement, dans les textes, le coordo ne va faire de la co-inter que si, dans la classe concernée, dans le groupe concerné, il y a un enfant qui relève du dispositif. Normalement, on est censé, tu vois, vu qu'on est toujours dans une histoire d'inclusion, de prise en charge du handicap, le coordo, normalement, ne va pas intervenir dans la classe de CM2, par exemple, avec la collègue, si aucun élève, voilà. Alors après, nous, tu peux jouer un petit peu sur c'est pas bien, hein, c'est pas bien. On peut jouer un tout petit peu sur tout ça, c'est-à-dire non, mais tu vois, je veux dire, dans les classes, on a des élèves qui sont porteurs de handicap, mais on a aussi des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et en tant que personne ressource, on est aussi là pour accompagner les collègues dans la prise en charge de ces enfants-là, qu'ils relèvent ou non du dispositif. Donc, on a de toute façon beaucoup d'enfants. Donc, moi, c'est vrai que j'interviens essentiellement dans les classes où il y a des enfants porteurs de handicap, hein, parce que c'est pour eux que je suis là au départ. Donc, c'est vers ça qu'on tend. Après, ça n'exclut pas de pouvoir réfléchir à des prises en charge quand la collègue a des difficultés, etc., à gérer un enfant qui n'est pas estampillé Ulysse, mais qui pour autant lui pose des difficultés. Encore une fois, le travail d'équipe fait que, voilà, on peut s'autoriser quand même, pas sur l'année complète, mais sur des projets spécifiques, on peut quand même s'autoriser des temps de co-intervention. Si tu mets en place des PPRE, des vrais projets, si tu justifies de ton action
d'un point de vue pédagogique, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc en fait, pour moi, là, il y a deux choses qui ressortent. La première chose, c'est que dans les co-interventions que tu as présentées, tu es là pour accompagner l'enseignant avec l'intégralité de sa classe. Tu vois, j'aurais pu avoir comme image, quand le corps vient dans ma classe, c'est pour accompagner l'élève ou les élèves qui sont dans le dispositif Ulysse. Mais ce que tu viens de dire brise ce concept. Oui, il y Non, a des parce que l'idée, enfants, c'est de prendre voilà, l'enfant dans le c'est groupe ça, entier. dans Ouais, le groupe entier. Donc oui, dans cette classe, a priori, il y a des enfants qui bénéficient du dispositif Ulysse. Cependant, je l'inclus dans le groupe parce que je travaille c'est ça. avec le groupe et il se sent C'est ça. appartenir au groupe. Tout D'accord. à fait. Si vraiment il a besoin d'une aide individuelle, tu peux toujours lui faire bénéficier de l'AESH du dispositif. Dans ces cas-là, l'AESH peut venir. Ça ne m'empêche pas à moi, quand on fait de la co-inter, par exemple la co-animation de séance dont je te parlais sur le handicap, si la collègue est en train de faire quelque chose et que je vois que ma petite gamine, elle comprend pas qu'elle a du mal, bien évidemment que je vais aller avec elle et que je vais aller l'aider. Mais au final, au même titre que un autre gamin qui n'est pas de chez moi et qui trouve pas son matériel, je vais aller l'aider aussi. Donc forcément, voilà, là, on est deux, donc celle qui voit la difficulté, elle va aller ajuster, elle va aller accompagner, elle va aller aider. Hein. Mais l'idée, c'est pas de rester assis, comme l'AESH pourrait le faire, à côté de l'enfant, pour, voilà, on n'est pas dans un accompagnement individuel, on est dans Oui. une dimension de comment j'intègre l'enfant au groupe. Puisque dans ma classe, j'ai des enfants à besoins éducatifs particuliers, mais qui ne relèvent pas du dispositif Ulysse, à quelles conditions un enfant peut bénéficier du dispositif Ulysse? Alors, dans ces moments-là, de toute façon, pour bénéficier du dispositif Ulysse, c'est forcément une décision de la MDPH. Les enfants qui relèvent du dispositif sont forcément passés, on a fait des dossiers, etc. Et seule la CDAPH, donc la MDPH, est capable de statuer sur la possibilité pour cet enfant de bénéficier du dispositif. Donc, on n'envoie pas un enfant dans le dispositif en se disant, ben, moi j'ai décidé qu'il avait un trouble 10 et bah voilà, t'as qu'à aller chez la cordo, elle va. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Il y a des places qui sont malheureusement très limitées et pour faire tout ça, il faut passer par tous les chemins très longs administrativement, faire des dossiers, etc. Pour pouvoir demander en fait à la MDPH qui va statuer si, en fonction de ce qu'elle a comme élément, elle estime que l'enfant relève ou pas du dispositif. Donc c'est pas là, c'est voilà, c'est pas entre nos mains, on va dire. Oui, d'accord. Donc c'est tout un protocole à mettre en place Ouais. parce que les parents sont d'accord, les enseignants se concertent avec les parents, il y a un dossier qui est déposé, De toute façon, qui c'est est une demande, passé. ouais, c'est une demande de la famille. Hein. C'est la famille qui formule Exactement. la demande. On se réunit, on fait une équipe éducative, hein, évidemment. Mais après, c'est les parents qui font la demande et puis qui attendent après ce que la MDPH va statuer. Donc, pour résumer, je ne suis jamais seule dans ma classe, enfin, je ne suis jamais seule dans ma tête face à ma classe. J'ai déjà l'aide de mes élèves parce que j'ai une posture qui me permet de les intégrer à tout ce que je mets en place dans ma classe, parce que je suis explicite, parce que je suis juste, parce que mes règles de vie sont cadrées tout en étant ouvertes, parce que j'évite le sentiment d'injustice. Je m'appuie sur mon équipe, je m'appuie sur la coordo. Il y a des espaces d'échange qui me permettent d'échanger, même si j'ai une grosse école et que souvent on se voit entre deux portes. Il y a des espaces qui peuvent se mettre en place. Il y a différentes modalités de co-intervention. La question qui me vient là, c'est euh, donc moi, je travaille avec l'évaluation positive. Et donc l'évaluation positive, c'est de faire progresser chacun. Euh, J'entends beaucoup d'enseignants qui s'inquiètent parce que ils vont pas finir le programme. Et donc, ah ben oui, moi je m'adapte bien au niveau de mes élèves, ça c'est sûr, mais comment je fais? J'ai entendu beaucoup d'enseignants se sentir coupables, voilà, culpabilisés parce qu'ils se sentaient en retard. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que si tu imagines, alors faut se dire aussi que face à un enfant porteur de handicap, on a souvent un handicap qui est invisible. Hein. Le handicap qui est visible, il est finalement plus facile à gérer pour soi.
pour les autres enfants, etc. On sait, c'est vraiment marqué, on sait que voilà. Mais quand le handicap est plus difficile à percevoir, demain tu as une petite fille qui descend ses marches d'escalier, tu sais comme les tout petits, marche par marche comme ça. Tu vas pas lui demander, tu l'as le lundi, tu découvres ça le lundi qu'elle descend ses petites marches. Le mardi, tu vas pas lui dire de sauter les 4 dernières. Elle n'en est pas capable. Tu ne peux pas lui demander ça. Et tu le conçois, tu te rends bien compte que donc tu lui apprends d'abord à bien prendre marche par marche, etc. Et plus tard, quand elle en sera capable, tu lui feras sauter une marche, puis 2, puis 3, puis 4. Et à l'inverse, un autre gamin, dès le mardi, tu pourras lui demander de sauter ces 4 marches. Parce que les gamins sont tous différents et qu'ils n'ont pas du tout la même aptitude dans différents domaines. Donc tes exigences vont être différentes et il faut effectivement se séparer de cette culpabilité, partir de l'enfant, de ce qu'il est capable de faire, se donner des objectifs réalisables pour soi comme pour lui. Parce que c'est hyper décourageant. Quand on vise la lune et qu'on ne l'atteint jamais, pour l'enseignant, c'est hyper difficile. Pour l'enfant, c'est hyper décourageant. Donc vraiment, quand on vous a tous entendu, enfin, vous sortez tous de l'INSPE, vous avez tous fait, voilà, la zone proximale de développement, c'est important, vraiment, de rester dans cette zone-là, et pour soi et pour l'enfant. C'est-à-dire que même l'enseignant, il ne doit pas se mettre la barre trop haut. Donc on va ajuster systématiquement pour que nos exigences soient réalisables, qu'elles apportent quand même un plus, c'est-à-dire qu'on ne reste pas non plus dans sa zone de confort, il faut en sortir un petit peu, il faut prendre des risques, il faut oser, il faut accepter de se tromper. Toujours pareil, hein, je parle de l'enseignant et de l'enfant, parce que c'est un vrai binôme, hein, et un enfant qui se prend les pieds dans le tapis, ça peut avoir un sentiment d'échec pour lui, mais l'enseignant aussi va avoir ce sentiment d'échec. Donc on se prend les pieds dans le tapis quand on apprend, toujours. C'est comme ça. Voilà, on apprend à faire du vélo, on tombe. Bah, c'est pareil. Quand on apprend des choses, on se prend les pieds dans le tapis. Et ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense que là encore, on se met des objectifs qui sont atteignables. Alors oui, peut-être qu'avec un enfant porteur de handicap, on n'ira pas au bout du programme. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il ne faut pas s'illusionner. Il ne faut pas illusionner l'enfant, il ne faut pas illusionner les parents. Il ne faut pas s'illusionner soi-même en se disant, bah voilà, le gamin, il est inclus, il est en CE1, il va faire un programme de CE1. Ben non, peut-être pas. Peut-être qu'il ne pourra pas. Effectivement, il n'ira pas au bout de son programme de CE1. Donc, il va falloir prioriser. Il va falloir voir quel degré d'exigence on a. Voilà, il a du mal à passer à l'écrit. Bon, ben, peut-être que là, dans l'immédiat, on n'est pas obligé d'évaluer l'écrit tout de suite. Il n'est pas prêt, il n'est pas capable. On va lui laisser le temps. Ou alors, on va avoir un degré d'exigence qui va, voilà, on va lui limiter la tâche sur ça. On va dire, bah, là, je voudrais que tu fasses un effort, mais juste sur cette partie-là, je veux que tu me sortes ta plus belle écriture. Pour le reste, on va adapter, on va ajuster. Donc, vraiment, on individualise sa demande, on individualise ses attentes, et on arrête de croire que parce que il y en a un qui bute sur une tâche ou qu'on a l'impression de l'avoir perdu, on n'est pas bon, on a tout raté. Non, il est un petit peu à la traîne, il est un petit peu en arrêt, on prend le temps de s'arrêter avec lui, on prend le temps de trouver ce qui fait que ça coince, et on redémarre. Alors oui, du coup, il y aura un décalage, vous allez avoir des enfants, mais c'est vrai dans toutes les classes. Vous allez avoir des enfants qui, en CE2, sont déjà sur un programme de CM1, et inversement, il y en a d'autres qui sont encore à peine dans la lecture de fin de CP. C'est la différenciation, c'est ce qu'on a de plus en plus dans nos classes, et en France, on a encore tendance à dire le CP, le CE1, on a beaucoup cloisonné, mais je pense que si on arrivait à enlever ces cloisons, à faire des classes de cycle, à se dire que eh ben, on prend le temps de faire les choses. Et oui, on n'est pas obligé à la fin du CE1. On s'est mis des échelons, mais on se les a mis nous-mêmes, hein, finalement. Quand on fait nos prog, tu vois, on se les met nous-mêmes, les barrières, en se disant, oh là là, il faut qu'à Noël, ils sachent tous lire. Ben oui ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas. Peut-être que ben, d'autres, ce sera plus tardif, mais peut-être que ça ira quand même. Et peut-être qu'à ce moment-là, il a développé d'autres compétences. Voilà, il faut aussi accepter un petit peu ce lâcher-prise-là et se dire que on n'a pas non plus... on n'est pas magicien, on n'a pas la main sur tout. On essaie de tous faire au mieux. Dans notre conscience professionnelle, on fait au mieux. Et on demande le maximum à ces enfants-là, dans la mesure du possible. Et c'est pas la peine non plus de leur en demander trop, parce que vous obtiendrez rien. Alors demandez-en un peu, obtenez-le, et puis vous verrez que petit à petit, vous pourrez en demander de plus en plus, je pense. À des envies... donc, je répète, hein, le rythme. Et si moi, mon seul objectif, c'est de faire progresser chacun, je ne vais voir que les progrès qu'il fait. Et je n'aurai plus ni frustration, ni culpabilité,
parce que je sais que j'aurais fait mon travail. Oui, il en était là. Aujourd'hui, il en est là. Et donc, j'ai gagné. J'ai gagné. Je n'ai pas mis d'élèves en difficulté. Je n'ai fait stagner personne. Et j'ai réussi à avoir une cohésion d'équipe et surtout à amener chacun de mes élèves vers une autre marche, puisque tu as parlé de l'exemple des petites marches qu'on descend, bah oui, je les ai tous amenés à une autre étape. La différenciation, c'est vrai pour chaque enfant, quel que soit son profil. Surtout que les programmes parlent de cycles depuis tellement longtemps, hein, depuis la loi 1989. Hein, donc, Je disais les cycles finalement, je trouve on ne les applique pas tant que ça, enfin on ne se non, sert pas tant que ça de cette histoire de cycle, alors que c'est très vieux, on est encore très cloisonné. Hein. c'est vraiment le concept de base de chaque enseignant qui fait que on reste dans ce cloisonnement. Et aujourd'hui, là, tu parles de classe de cycle. Donc aujourd'hui, quand on m'appelle pour travailler sur une classe à double niveau, triple niveau, je répète que c'est une classe multi-âge, mais que même dans une classe où les élèves ont le même âge, il y a plein de niveaux différents. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et par rapport à l'école à la maison, en ce moment où on se fait du souci parce que mais comment les élèves vont continuer à apprendre et comment je pourrais finir le programme, c'est pas le point en fait. Le point, c'est vraiment de continuer à les faire progresser, de continuer à les encourager, de continuer à leur proposer des activités qui leur donnent de la culture, qui les entraînent. La Mais oui, curiosité, ouais, tout évidemment, à fait. la curiosité, la culture, et oui, évidemment, je parle pour les élèves de primaire, a priori, ils auront leur bac s'ils devaient avoir leur bac. C'est pas parce que là, ils sont à l'école à la maison que le monde s'écroule. Et en septembre, le prof qui les aura continuera à les faire progresser pour continuer à faire en sorte que chacun avance. Il y a quelqu'un qui dit, ça veut dire que les élèves à besoins particuliers avec handicap sont en classe Ulysse, c'est pas moi qui dis, et ont dans certains cas la possibilité d'aller dans les classes ordinaires. Donc tu vois, c'est le paradigme inverse. Ça n'est pas l'enfant d'Ulysse qui va dans la classe ordinaire, c'est l'enfant de la classe ordinaire qui, lorsque l'adaptation ne suffit pas dans cette classe ordinaire, va bénéficier de temps en regroupement dans le dispositif. C'est vraiment, c'est pas de temps en temps, je suis en Ulysse, j'ai le droit d'aller dans ma classe ordinaire. Non, je suis dans ma classe de CE1 et quand ce que fait maîtresse, c'est vraiment hors de portée pour moi, dans ces cas-là, je vais dans le dispositif. Voilà. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Ça Et tu marche. sais, tu disais tout à l'heure qu'on ne restait pas seul, mais je crois qu'il faut aussi voir qu'au-delà de l'école, il y a la coordo, c'est vrai. Dans l'école, il y a la psychologue scolaire qui est d'une grande aide aussi pour beaucoup d'entre nous. Euh, L'équipe au sens large, ça je vous en ai parlé pour tout ce qui est parcours inclusif, mais vous allez voir que si vous avez des enfants qui sont porteurs de handicap, certains seront suivis aussi à l'extérieur, je pense au CESAD, au CMP, etc. Les éducateurs du CESAD notamment peuvent aussi vous être d'une grande aide, donc n'hésitez pas aussi à aller consulter les partenaires extérieurs parce que eux connaissent bien l'enfant, ont une vision qui n'est pas forcément scolaire en plus de l'enfant. Donc c'est intéressant de décentrer aussi et de ne pas regarder que côté apprentissage, mais d'ouvrir aussi à plus que l'élève, mais à l'enfant. Donc prendre Mhm. attache auprès des éducateurs, ça peut être vraiment intéressant. Vous avez sûrement dans votre circonscription, dans votre académie, un pôle ASH avec des CPC ASH qui sont aussi là pour vous aider avec plein de ressources. Donc voilà, encore une fois, on peut trouver des solutions dans l'école, mais au-delà de l'école, il existe aussi des pistes pour aller chercher des réponses. Pour continuer sur les aides en dehors de l'école, ben, il y a aussi les réseaux qui se forment à distance par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Donc, je sais que tu as une chaîne YouTube maintenant, Adeline, où tu proposes des éléments. Ben oui, mais tu y proposes des choses. Donc, elle s'appelle Un tour en Ulysse, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous pouvez retrouver Adeline et ses conseils et son expertise sur sa chaîne YouTube. Je pense aussi que sur ton compte Instagram, tu postes beaucoup d'éléments pour aider les collègues qui ont des Oui, besoins. sur le blog, j'ai mis, ouais, sur la chaîne YouTube, elle a été faite pour l'école à la maison essentiellement, pour transmettre à des familles pour Oui, moi, donc c'était un outil pour moi. Après, le blog et le compte Instagram, oui, on est plus dans cette idée-là, c'était l'idée de ne pas laisser les gens seuls face à ça, et puis de d'accord. partager aussi des pratiques qui peuvent s'ouvrir au-delà du spécialisé. Et puis ton livre, enfin le livre que tu as coécrit Oui, avec sur Fabienne enseigner Ramon. en Suisse.
Donc, si vous voulez avoir d'autres éléments sur l'Ulysse, vous pouvez retrouver Adeline, alias Un Tour en Ulysse, partout. Et puis, notre vidéo YouTube qui s'appelle Ulysse. Vous avez dit Ulysse. Et merci beaucoup, Adeline. Merci Daniel. Au revoir, à bientôt. À bientôt. We